Vendredi 11 janvier 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le samedi 12 janvier 2013 est déclarée journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Durant cette journée, qui n'est ni férié ni chômé, le drapeau national sera mis en berne. Le président Michel Martelly a prévu de déposer une gèbe de fleurs à Saint-Christophe à Titanien, où sont enterrées une grande majorité des victimes. Une cérémonie se déroulera également au Palais national, annonce le président Martelly. La reconstruction est en marche selon le chef de l'État. Pour Chavannes Jean-Baptiste, coordonnateur de la plateforme Génergie, il serait mieux de parler de recolonisation au lieu de reconstruction. Il dénonce des tentatives de piller les meilleures ressources naturelles du pays. C'est une honte que plus de 400 000 personnes soient encore sous les tentes et les bâches en plastique, a-t-il dit. Des parlementaires déplorent les conditions dans lesquelles la majorité des occupants des camps ont été relogés et appellent à une véritable politique de logement pour que les citoyens puissent jouir de leur droit à vivre dans des abris décents. Les obsèques de Damael d'Haïti ont été chantées ce vendredi au parc du souvenir à Frères. Étudiants et professeurs ont réclamé justice pour cet étudiant de 24 ans, assassiné le 10 novembre 2012 par le policier Marcellus Pierre-Paul dans l'enceinte même de la faculté de droit et des sciences économiques. À l'étranger, à quelques mois des élections générales cruciales au Pakistan, une série d'attentats visant la minorité chiite a fait jeudi environ 125 morts. Sans surprise, le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey en pulvérisant 5-0 la modeste équipe de Cordoba. David Villa et le Chilien Alexis Sanchez ont réussi chacun un doublé en l'absence de Lionel Messi laissé au repos. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Par arrêté présidentiel en date du 8 janvier, le samedi 12 janvier 2013 est déclarée journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Durant cette journée, qui n'est ni férié ni chômé, le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés et les stations de radio et télévision seront invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance, informe le bureau de communication de la présidence. Pour marquer le 3e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, le président Martelly a prévu de déposer une gèbe de fleurs à Saint-Christophe dans la zone de Titanien, sortie nord de la capitale, où ont été enterrées une grande majorité des victimes. Il y aura également une cérémonie au palais présidentiel, annonce le président Martelly, qui estime que la reconstruction est en marche. C'est une reconstruction multiforme, a-t-il dit, soulignant les avancées qu'il estime avoir réalisées dans plusieurs domaines, notamment l'état de droit, la santé, l'éducation, le tourisme et la création d'emplois. Des logements ont été construits à Port-au-Prince, aussi bien qu'en province, dit Michel Martelly, qui a également mentionné le démarrage des travaux de reconstruction de plusieurs édifices publics. La reconstruction bat complet, on a recommencé.
On a recommencé à construire des édifices publics. On a mis sur pied les normes de construction qui j'ai pour nous construire Kaïkounian là. On a dévoilé le plan ça demain. Travaux publics il est à l'heure à Dimni-Paré. Reconstruction à travers construction de différents logements que nous voyons, pas seulement dans la capitale, aussi en province. C'est la reconstruction parce que nouveau cas nous avons bâti, c'est cas qui a résisté à un autre goudou 7.0. Reconstruction sont l'autre forme, puisque je m'ai parlé de reconstruction multiforme. Commencer à travers formation, population, pour une autre façon de voir, une autre façon d'agir, une autre façon de raisonner, pour nous gagner différents résultats. Et la reconstruction, ça a commencé dans le petit monde depuis jeune âge, à travers vaccination, la santé, à travers accompagnement l'école gratis, à travers accompagnement dans le jeune âge, côté que pendant l'école secondaire, on appelle l'école secondaire, il a accès à la formation professionnelle. Nous avons un programme qui commence déjà. 20 écoles à participer là-dedans, côté que annexé à l'école classique secondaire, ou gagner cours de formation professionnelle qu'on apprend gratis. Nous ne pouvons pas oublier et respect pour tout ça que départ servi comme un point de départ pour une nouvelle Haïti, vers une nouvelle Haïti. Un point de départ pour nous gagner un nouveau comportement, une nouvelle mentalité, pour qu'au moins nous puissions de cette tragédie tirer quelque chose de bon. Ça qu'a fait demain, il y a une cérémonie au Palais National, côté que le président Bral Dimo Palia, on connaît que nous avons promis de recueillement à un job de fleurs que nous allons déposer sur le site citoyen. Et en gros, c'est ça. Différentes organisations peut-être à célébrer de différentes façons. Après que moi-même déjà matin, inauguré dans le même cadre là, un mausolée, un mémorial du renouveau. C'est dans la zone de Carrefour-Feuille, initiative du député Lochard. Côté que en gros, samedi, c'est ça même que je vais dire demain. En gros, mouvement que nous avons aujourd'hui, un mouvement en tablier, mouvement en nous songer, mouvement en nous respecter ça mouvement en nous déraper de nouvelle façon, c'est lui que nous allons sentir à travers moi-même, à travers tout ça, m'a fait quelle que soit la forme que cérémonie a gagné, ces mouvements ça là, pas oublier, songer, respecter, et puis en aller dans l'autre direction pour un meilleur Haïti, pour moins de dégâts. Le Premier ministre Laurent Lamotte fait aussi état de la construction de plusieurs édifices publics dans le Parlement, ainsi que les ministères du Commerce, de l'Économie et des Affaires étrangères. Le chef du gouvernement rappelle que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avait causé plus de 12,5 milliards de dollars de dégâts et souligne que l'équipe en place prend à cœur le processus de relèvement. Nous devons regarder vers l'avant et rebâtir ensemble notre pays, dit Laurent Lamotte. Immersion d'Artour pour les Américains tout ensemble en tant que pays, pour nous prendre date pour que nous soyons capables de remettre l'économie, pour nous garder au pied devant. Parce que son date qui rappelle Haïti dans le mauvais bagage, il faut nous servir à ça pour que nous levions le pays, pour que nous remettions l'économie sur le chemin du développement. Pour reconstruction, nous mettons commencé à reconstruire l'édifice public. On est que le tremblement de terre a gagné plus de 12,5 milliards de dollars. 12,5 milliards de dollars de destruction dans le pays. Il y a 42, tout édifice d'État effondré, démoli, comme le Parlement. Nous voyons que dans la dernière semaine, nous lançons, nous mettons les premières pierres là pour la reconstruction du Parlement. Ça, c'est déjà une action concrète. Et le ministère des Affaires étrangères qui détruit, a reconstruit.
ministère de l'Intérieur qui était démoli, a reconstruit, ministère du Commerce qui était détruit, a reconstruit, ministère des Finances, le palais financier qui était détruit, a reconstruit, et nous avons construit des cahiers. Des parlementaires et des membres de la société civile jugent très maigre le bilan de ce qui a été réalisé en Haïti 3 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, alors que les autorités ne cessent de parler de la marche du processus de la reconstruction. Pour Chavan Jean-Baptiste, coordonnateur de la plateforme Génanger, il serait mieux de parler de recolonisation au lieu de reconstruction, car, dit-il, il ne voit aucun signe de relèvement, mais plutôt des tentatives de piller les maigres ressources naturelles du pays. Il qualifie de honte le fait qu'il existe encore entre 400 et 500 000 personnes sous les tentes et les bâches en plastique 3 ans après le tremblement de terre, alors que la plupart des personnes qui ont quitté les camps d'hébergement ont été relogées dans ce qu'il appelle des cages. Chavan Jean-Baptiste. Là, nous regardons ce qui a passé dans le pays noir après le tremblement de terre, eh bien, il a parlé de reconstruction pays. Qui ça nous constatait, c'est plutôt recolonisation. C'est recolonisation, c'est occupation, c'est d'appui qui a fait sous ressources, si ressources naturelles qui nous étaient dans le pays. Et nous connaissons quantité l'eau. Et depuis temps colon, ils ont été broutés dans le pays pour aller enrichir l'Europe. Mais je dis, nous rétons quand même, reste là, reste cuivre, en bataille. Eh bien, nous tendez, et contrat à fait, me parler avec des parlementaires, est-ce que au courant, et peuple haïtien, par contre, ça qui a passé, et ou pas senti des gens qui mandaient ça qui a passé. Et je dis, les wap gade quantité de gens qui toujours en bas, morceau toile. Ça y aurait les tentes yo, eh bien, son bail qui grave pour après 3 ans après, yo parlé de 4 à 500 000 moun qui encore en battante et en pile nan yo déplacé, c'est dans Caloge et Pigeon yo al météo, en pile moun qui couri quitter Port-au-Prince, qui allait dans ville provinciale malgré solidarité paysan yo, eh bien, et yo contribue à décapitalisation, pas rien qui fait vraiment, c'est à une occasion après 12 janvier pour te gagner décentralisation, déconcentration qui fait, mon capable de constater que Port-au-Prince vient de plus de monde. C'est pas des promesses l'argent qui t'est fait. Hein? Il y a des documents qui parlaient de promesses plus que 12 millions, de plus que 14 millions. Ils ont parlé des documents et Banque mondiale et documents BID qui montraient que dans plus de 12 milliards de dollars, ils ont été promettent, il y a plus de 46% qui déjà décaissé. Bon, qui est-ce qui connaît côté l'argent ça yo prend? Côté l'argent qui ça qui fait avec plus de 5 milliards de dollars yo dit qui décaissé? Est-ce que l'argent ça yo atterri? La position du sénateur Francisco de la Cruz rejoint celle du militant Chavan Jean-Baptiste. Le parlementaire déplore les conditions dans lesquelles la majorité des occupants des camps ont été relogés. Selon lui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de définir une véritable politique de logement pour que les citoyens puissent jouir de leur droit à vivre dans des abris décents. Rien pas fait. N'a pas les retirer mon abattante. C'est n'a gardé en bas mon cabrit. Construction qui a fait pour Mounio, ça me c'est matalité Kounouk. Et président Matéli, Michel Matéli, il a courage. C'est comme Ndakadio, il est considéré comme quelqu'un qui a essayé de faire le pays à sortir côté l'IA, pendant que moi je crois que la travail pour faire grandir la mentalité de Kounouk par rapport à ce qu'a fait dans mon cabritio. Il a déclaré toute grande rue. Zone d'utilité publique. Ça vient de passer par rapport à mon qui a financé la campagne, il est obligé de remercier aujourd'hui, il est élevé bagay ça. Ça va nous nous encore à la dérive et dérive totale. Dérive au niveau gouvernemental, pas gain cap dirigé, c'est crise toute la journée, instabilité politique, pas gain confiance. Donc par rapport à problème ça, et il m'a démontré
là, il décoré l'ancien président Bill Clinton. Nous dit président Matéli, bagarre pas fait comme ça. C'est bien malheureux, c'est comme ça le penser. Donc, qu'il cherche moun qui travaille, qu'il cherche moun qui fait équipe, mais bon genre équipe, qui va venir défendre l'intérêt personnel, mais qui vient défendre l'intérêt pays. Donc, joue ça, nous-mêmes, bien que nous avons des activités que nous avons prévues pour nous faire, peut-être, nous avons visé ça, c'est le 17, nous pouvons faire une activité, côté que nous avons gagné, dit, tout matériel par rapport à victimes pour être capable de souvenir ça, et peut-être essayer de présenter une politique pour qu'il soit pas une politique de logement, voyez, qui est bien définie, et puis comment capable d'encadrer chaque haïtien pour que nous ne soyons pas capables de laguer à nous-mêmes seuls. Pour le député Guy Gérard Georges, 3 ans après le séisme de janvier 2010, Haïti se trouve dans les mêmes conditions de vulnérabilité. Il dit croire que si un autre tremblement de terre devrait frapper le pays, il y aurait autant de victimes. Le parlementaire dénonce ce qu'il appelle la démission des autorités haïtiennes, notamment en matière de reconstruction. Les gens ont recommencé à construire de la même façon qu'ils le faisaient avant le tremblement de terre, a-t-il dit. Il reconnaît que la communauté internationale n'a pas réellement respecté ses promesses vis-à-vis d'Haïti, mais soutient que les grandes décisions attendues du gouvernement n'ont pas été prises. Après 3 ans, je ne sais pas rien qui fait. Après 3 ans. Sinon, jusqu'à maintenant, nous, ouais, machine continue à ramasser gravat, donc, on est capable de dire, ça ne attend le pays qui te promet tout. Je ne dis à nous connaissons que même 2/3 là ça a été promettre là yo pas bail et les grandes dispositions que nous attendons que le gouvernement lui-même il a toujours continué à prendre nous ouais vraiment comme si les vignes on lettre morte et je dis à me dit que si tremblement de terre là t'a repassé encore ben ou t'as besoin de moun remourir dans même caille que t'es mort déjà parce que yo te mettre écriture dans caille pour dire caille ça pour craser caille ça pour refaire voilà que moun ça que te marqué caille pour craser le ranger caille l'état pas me dit rien c'est comme si vous sentiez absence de l'état donc je dis je pense que il y a encore tôt parce que nous sommes pays qui très risqué et donc qui toujours gagne même moyen que nous d'habitude utiliser que nous continuons à faire donc si je dis à gagner des dispositions au niveau de l'état pour être capable de prendre et permettre que mode de construction qui t'a fait que de façon anarchique il a pas fait encore des dispositions qui pour être capable de prendre parce que même quelque bail yo fait par décret tant qu'on fermer mine sable la boule sur les coucher machine continue à prendre sable toujours donc vous sentez que l'état après tremblement de terre là il pas renforcé vraiment donc je pense que le gouvernement qui là le président de la République c'est rôle pour prendre des dispositions fortes parce que nous toujours très risqués tremblement de terre qu'a frappé donc nous va souhaiter gagner plus morts toujours au niveau d'un tremblement de terre. Une marche sera organisée à l'initiative de la Fédération protestante d'Haïti en mémoire des victimes de la tragédie. Cette marche, qui débutera à 8h du matin, aura plusieurs points de départ, notamment Place Jérémie, Bicentenaire, Canapé Vert et Bel Air, pour prendre fin au Champ de Mars par une prière de remerciement. Sans transition, les obsèques de Damael d'Haïti ont été chantées ce vendredi au Parc du Souvenir à Frères. Étudiants et professeurs ont réclamé justice pour cette étudiante de 24 ans, assassinée le 10 novembre 2012 par le policier Merceus Pierre-Paul dans l'enceinte même de la faculté de droit et des sciences économiques lors de la traditionnelle fête d'intégration. Emmanuel Paul, reportage. Après plus de 2 mois à la morgue de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, les funérailles de Damael d'Haïti ont été finalement chantées ce vendredi au Parc du Souvenir à Frères. Parents, étudiants de la faculté de droit et de l'Université épiscopale, membres du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, ils étaient plusieurs dizaines à participer aux obsèques de Damael d'Haïti. Venus assister à la cérémonie, les parents de Damael ne pouvaient pas contenir leurs larmes devant la dépouille mortelle de cet étudiant de l'Université d'État d'Haïti, froidement abattu par Merceus Pierre-Paul, un agent de la PNH. Damael est mort, certes, mais sa philosophie n'est pas morte. Elle reste et demeurera dans l'esprit de chaque étudiant et étudiante qui avait un jour rêvé de la réussite. Que ses pas et ses actes restent gravés dans chaque pierre sur laquelle il a posé ses pieds.
Prenant la parole en la circonstance, les représentants des étudiants de la faculté de droit et de la faculté agronomie de l'université épiscopale ont dénoncé les conditions dans lesquelles leur camarade a été assassiné. Ils exigent que justice soit rendue aux parents de Damael. Jusqu'à quand devons-nous encore attendre ou espérer l'arrêté de Benusson? Pourquoi les jeunes universitaires sont si lâchés, si maltraités, si malmenés et tués pendant cette dernière décennie sans que personne ne dise c'est assez? Face à cette perte énorme, qui est une preuve vivante de la faiblesse des institutions haïtiennes, l'Université épiscopale d'Haïti se révolte et dit non. Non à l'impunité, non à l'injustice. S'exprimant au nom du décanat de la faculté de droit à la cérémonie, Michel Bonnet a qualifié d'inacceptable ce crime odieux qui, dit-il, devrait interpeller les autorités gouvernementales de la nécessité de prendre des dispositions visant à freiner la machine infernale de l'insécurité qui endeuille les familles haïtiennes. Si la mort engendre vraiment la vie, la mort de l'étudiant Damael d'Haïti au campus de la faculté de droit et des sciences économiques doit interpeller les responsables du pays à tous les niveaux. Elle doit leur commander d'arrêter la machine infernale et destructrice qu'est l'insécurité, leur dicter les mesures nécessaires pour que l'insécurité ne soit encouragée et favorisée par l'impunité. Damael d'Haïti, 24 ans, déjà diplômé en agronomie à l'Université épiscopale d'Haïti, et était en 4e année à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Il a été abattu d'une balle dans la tête le 10 novembre 2012 par le policier Marcellus Pierre-Paul dans l'enceinte même de la FDSE lors de la traditionnelle fête d'intégration, autrefois appelée fête des Bleus. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, qualifie de grande perte pour la communauté universitaire le décès de l'étudiant Damael d'Haïti survenu au sein même de l'espace universitaire. Il appelle les autorités concernées à prendre des mesures pour éviter qu'à l'avenir de tels incidents se reproduisent. Damael était un étudiant en fin de cycle prêt à servir son pays, a reconnu le numéro 1 de l'UEH qui s'exprimait lors des funérailles de l'étudiant. Un étudiant en fin de cycle est parti. Un citoyen préparé, prêt à servir son pays, nous a laissés dans ces conditions particulièrement tragiques. C'est une perte pour la nation. C'est une perte pour ses camarades qui, avec lui, ont constitué des équipes de travail pour mieux appréhender les notions dispensées dans leurs universités respectives. C'est une façon plus intime, une perte énorme pour ses proches parents, pour sa famille qui a beaucoup investi et qui voit en un éclair de temps tous ses espoirs s'envoler. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti et toute la communauté sont gravement touchés par ce drame affreux, sans précédent, qui a frappé notre institution. Le meurtre, dans les conditions que vous savez, de notre étudiant, de notre ami, de notre camarade Damael d'Haïti. Cette catastrophe est d'autant plus grave qu'il est survenu dans un espace universitaire. Le Conseil de l'Université d'État d'Haïti et l'UEH ne peut ne pas poser le problème de la sécurité dans l'espace universitaire, quel qu'il soit, et enjoindre les pouvoirs responsables à prendre toutes les mesures pour que ce drame n'arrive plus jamais et pour que l'université
espace de formation de futurs cadres du pays, n'est plus à payer un tel tribut. Une série d'attentats a fait au moins 125 morts jeudi dans la ville pakistanaise de Quetta. La communauté chiite, qui représente 20% de la population, a été la cible de ces attaques. L'attaque la plus meurtrière s'est produite dans un club de billard très prisé. Un kamikaze s'est d'abord fait exploser à l'intérieur, puis à l'arrivée des secours et des forces de l'ordre, une voiture piégée, garée à l'entrée, s'est fait exploser à son tour. Les chiites demandent à l'armée de prendre en main la sécurité de la ville et Human Rights Watch dénonce l'indifférence des autorités face au massacre des chiites. Reportage Marie-Lucie Bonhomme. La communauté chiite du Pakistan a été la cible jeudi d'une série d'attentats ayant fait au moins 125 morts dans la ville de Quetta. L'attaque la plus dévastatrice, un double attentat, s'est produit dans un club de billard très prisé où un kamikaze s'est fait exploser, tuant des dizaines de personnes. À l'arrivée des secours et de la police sur les lieux du sinistre, une voiture piégée a explosé. C'est d'une extrême cruauté. Un musulman qui tue un autre musulman, qu'est-ce qui peut être pire? L'attaque a été revendiquée par le principal groupe anti-chiite du pays, dénonçant l'inaction du gouvernement face aux violences qui rongent le pays. Des Pakistanais ont appelé au départ de l'équipe en place. Je demande au chef d'état-major du Pakistan de mettre fin au gouvernement. Nous ne voulons plus de ce pouvoir. Les attaques de jeudi sont les plus violentes jamais commises au Pakistan contre la minorité chiite qui représente 20% de la population forte de 180 millions de Pakistanais. Un sit-in a été organisé ce vendredi en signe de protestation. Devant un bâtiment dévasté, les protestataires ont refusé d'enterrer leurs morts tant que l'armée n'aura pas pris en main la sécurité de la ville en lieu place des policiers et des paramilitaires. Human Rights Watch dénonce pour sa part la lâcheté et l'indifférence des autorités face au massacre des chiites. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont gagné les rues jeudi pour apporter leur soutien à Hugo Chavez, qui n'a pu prêter serment ce jour pour un 4e mandat. Le président réélu est en convalescence à Cuba depuis son opération le 11 décembre 2012 pour soigner un cancer. Alors que l'Assemblée lui accorde le temps nécessaire à sa récupération, l'opposition continue de dénoncer ce qu'elle qualifie d'usurpation de pouvoir et appelle à une grande manifestation le 23 janvier prochain. Marie-Lucie Bonhomme, reportage. Hospitalisé à Cuba suite à la récidive de son cancer, le président vénézuélien a pu prêter serment jeudi, conformément à la Constitution, pour entamer un 4e mandat. Ce sont ses partisans qui sont massivement descendus dans les rues de Caracas pour le soutenir. Je viens soutenir notre président, et comme il ne peut pas venir parce qu'il est malade, le peuple vient prêter serment sur la Constitution, parce que nous sommes le peuple qui a choisi notre président Hugo Chavez, et c'est lui qui décide de tout. Les partisans de Chavez renouvellent ainsi leur soutien à celui qu'ils ont largement élu pour une 4e fois en octobre dernier. Le Venezuela est un pays libre et démocratique. Nous avons choisi l'an dernier un président et nous le défendons ici même. Nous sommes tous Chavez. Le successeur désigné par Hugo Chavez lui-même, Nicolas Maduro, n'a pas manqué sa sortie tant l'accueil du public lui a été favorable. Une seule pensée nous traverse en ce 10 janvier. Chavez, Chavez, Chavez. Et le souvenir des nombreux combats menés aux côtés de notre commandant. Je pense à tous ces gens qui l'aiment, qui le suivent, qui l'ont défendu et continuent de le défendre, et qui le considèrent comme un exemple suprême. L'Assemblée a certes adopté une résolution accordant au commandante le temps nécessaire à sa récupération, mais l'opposition conteste la décision. Elle exige la tenue d'élections anticipées et appelle à une grande manifestation à Caracas le 23 janvier pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'usurpation du pouvoir.
Sans surprise, le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey en pulvérisant 5-0 la modeste équipe de Cordoba. David Villa et Alexis Sanchez ont réussi chacun à doubler en l'absence de Lionel Messi laissé au repos. Comme chaque vendredi, Samuel Bellegarde vous présentera la programmation des différents championnats européens avec notamment 2 big matchs dimanche en Angleterre. Tennis, l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de l'année, démarre lundi prochain sur les cours de Melbourne. Après le tirage au sort, les tableaux masculins et féminins présentent des croisements assez intéressants. Le grand absent de l'Open d'Australie sera l'Espagnol Rafael Nadal, blessé au genou. Basketball, les Pacers d'Indiana ont mis au tapis les Knicks de New York jeudi 81-76. Après Miami, l'équipe du Big Apple est la deuxième grosse pointure de la NBA que les Pacers se sont offerts en l'espace de 2 jours. Samuel Bellegarde. Avec Messi sur le banc, le FC Barcelone s'est baladé jeudi face à Cordoba qui l'a balayé 5-0 New Camp lors des 8e de finale retour de la Coupe du Roi. En manque de temps de jeu cette saison, le buteur espagnol David Villa s'est offert un doublé en l'espace de 5 minutes après l'ouverture du score de Thiago Alcantara. Annoncé sur le départ, l'international espagnol envoie un message assez clair à ses dirigeants. Les 2 autres buts catalans inscrits en deuxième période ont été l'œuvre d'Alexis Sanchez qui en profite pour ouvrir son compteur cette saison. En quart de finale, les hommes de Tito Villanova défieront Malaga, club de première division. Malaga, qui sera d'ailleurs l'adversaire du Barça dans la Liga ce week-end lors de la 19e journée du championnat espagnol. Le Real jouera de son côté samedi à Pampelune face à Osasuna, et ceci sans Sergio Ramos. Le défenseur international espagnol est suspendu pour 5 matchs par la commission discipline. La cause à des propos jugés hostiles que le joueur avait lancés à l'endroit de l'arbitre et qui dirigeait la rencontre Madrid-Celta Vigo mercredi en 8e de finale de la Copa del Rey. Au classement, le FC Barcelone mène toujours la danse avec 52 points, soit 11 de plus que l'Atlético Madrid qui vient juste derrière, et 16 sur le Real qui complète le podium. La Première Ligue présente quant à elle une 22e journée avec 2 rencontres choc. Dimanche, sous le coup de 8h30, Manchester United recevra Liverpool dans son cathédrale d'Old Trafford. Les Mancuniens, qui ont la meilleure attaque de Première Ligue avec 54 buts, n'ont plus perdu en championnat depuis novembre 2012. L'autre rencontre à sensation de cette journée opposera les Gunners d'Arsenal à Manchester City. Actuel dauphin de United au classement, les Citizens présentent de meilleurs arguments pour remporter ce duel face aux Londoniens qui n'ont pu faire mieux que nul le week-end écoulé. Dossier transfert, alors qu'il a annoncé son souhait de retourner sur un banc de touche, Pep Guardiola fait l'objet de nombreuses convoitises. Intéressé de longue date par le technicien catalan, Chelsea rêve toujours de l'attirer à Stamford Bridge et son richissime propriétaire est prêt à casser sa tirelire pour le convaincre. À en croire le Daily Express, Roman Abramovich pourrait lui offrir la coquette somme de 65 millions d'euros sur 3 ans, soit plus de 20 millions d'euros par saison. Un montant incroyable et bien supérieur au salaire de Carlo Ancelotti au PSG et de José Mourinho au Real. En tennis, après le tirage au sort de l'Open d'Australie, le tableau simple côté dames se présente avec des confrontations assez intéressantes. L'américaine Serena Williams débutera contre la roumaine Edina Galovic, alors que la numéro 1 au classement WTA, Victoria Azarenka, affrontera Monica Niculescu. Tenante du titre à Melbourne, Azarenka est dans la même moitié de tableau que Serena. On n'aura donc pas ce duel de géants en finale, mais dans les demi-finales de l'Open d'Australie. Le coup d'envoi du premier tournoi majeur de la saison est pour lundi prochain. Basketball NBA, en l'espace de 2 jours, les Pacers d'Indiana se sont offerts les 2 leaders de conférence. Après Miami mardi, Indiana a dominé New York 81-76 jeudi dans la soirée. Principal artisan de la victoire face au Heat, Paul George a une fois de plus été le bourreau en inscrivant 24 points et en prenant 11 rebonds. Privés de leur maître à jouer Carmelo Anthony, les Knicks ont été maintenus sous la barre des 80 points face à la meilleure défense de la ligue. Dans les autres résultats, Miami a été battu par Portland 90-92 avec 28 points de Nicolas Batum, alors que Dallas est venu à bout de Sacramento 117-112 après prolongation. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le samedi 12 janvier 2013 est déclarée journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Durant cette journée, qui n'est ni férié ni chômé, le drapeau national sera mis en berne. Le président Michel Martelly a prévu de déposer une gerbe de fleurs à Saint-Christophe à Titanien, où ont été enterrées une grande majorité des victimes. Une cérémonie se déroulera également au Palais national, annonce le président Martelly.
La reconstruction est en marche selon le chef de l'État. Pour Chavan Jean-Baptiste, coordonnateur de la plateforme G-Danger, il serait mieux de parler de recolonisation au lieu de reconstruction. Il dénonce les tentatives de piller les meilleures ressources naturelles du pays. C'est une honte que plus de 400 000 personnes soient encore sous les tentes et les bâches en plastique, a-t-il dit. Des parlementaires déplorent les conditions dans lesquelles la majorité des occupants des camps ont été relogés et appellent à une véritable politique de logement pour que les citoyens puissent jouir de leur droit à vivre dans des abris décents. Les obsèques de Damael d'Haïti ont été chantées ce vendredi au Parc du Souvenir à Frères. Étudiants et professeurs ont réclamé justice pour cet étudiant de 24 ans assassiné le 10 novembre 2012 par le policier Merceus Pierre-Paul dans l'enceinte même de la faculté de droit et des sciences économiques. Dans l'actualité internationale, à quelques mois des élections générales cruciales au Pakistan, une série d'attentats visant la minorité chiite a fait jeudi environ 125 morts. Dans l'actualité sportive, sans surprise, le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey en pulvérisant 5-0 la modeste équipe de Cordoba. David Villa et Alexis Sanchez ont réussi chacun un doublé à l'absence de Lionel Messi, laissé au repos. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.